Donc la bonne nouvelle, comme vous le savez, c'est que c'est mon dernier cours aujourd'hui. Bonne nouvelle pour vous, hein. Pour moi aussi. Alors, donc, je vais rapidement finir un certain nombre de points que j'avais plus ou moins laissés en suspens. Donc, le premier concerne un point que je qualifierais d'un tout petit peu technique sur la démonstration de l'unicité entamée la semaine dernière. Donc, je rappelle rapidement, hein, il s'agit de U I ux carré, par exemple, plus U égale f de x. Pour x positif, donc on a une sous-solution classique sur, disons, 0 l'infini. Et puis on a une sous-solution, oui, classique, ça c'est vrai, même s'il n'y a pas beaucoup d'informations. Et puis une sursolution, et puis je vais prendre, pardon, excusez-moi, V, une sursolution. Tous les objets sont continus sur 0 l'infini. Et donc, eh bien, le théorème énoncé la semaine dernière, c'était que U était inférieur à V. Alors, donc, dans la démonstration la semaine dernière, je ne vais pas reprendre tous les aspects, on avait vu que, et ça marchait aussi bien pour des équations du premier ou du deuxième ordre, que, pour des raisons que j'ai longuement expliquées la semaine dernière, on est amené à manipuler quelque chose comme ceci. Alors ça, juste ce choix-là marchait bien lorsque le point de maximum, et puis on a un point de maximum, x bar, y bar. Alors, dans l'essentiel de tous les cas, ce choix de fonction test fonctionnait bien et on permettait de démontrer l'unicité, sauf dans un cas. Sauf dans le cas, le seul cas restant que j'avais mis de côté, parce que je pensais un peu naïvement que qu'une démonstration simple fonctionnerait et en faisant court, en anticipant un tout petit peu sur ce que j'allais vous raconter, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas aussi simplement que ça. J'ai pensé tout de suite à une démonstration, mais trop restrictive, qui s'étend mal en dimension supérieure. Et donc c'est pour ça que je l'avais mis de côté pour trouver le bon argument ou un bon argument dans ce cas restant, qui était le cas où x bar est égal à 0 et y bar est strictement positif. Le point étant que la seule information que l'on va déduire en x bar égale à 0, c'est que U en 0 est inférieur à f de 0, il n'y a rien d'autre, et que l'aspect sur-solution ne permet pas de conclure parce qu'elle donne quelque chose qui, une quantité dont on ne connaît pas la taille et on ne sait pas qu'elle tend vers 0, donc il y a vraiment une difficulté. Et en fait, la difficulté qu'il y a là-dedans, c'est que grosso modo, dans ce cas-là, va pointer du doigt le fait suivant. C'est que, ou bien on a U de 0 égale f de 0, auquel cas il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que ce terme-là s'annule bien en 0. Il n'y a pas de singularité, tout se passe bien dans ce cas-là. Donc là, l'unicité ne pose pas de problème. Ou bien il y a un décrochage. Donc, s'il y a un décrochage, si vous avez f de 0 qui est, disons, à ce niveau-là, donc ça, c'est le niveau f de 0, un décrochage, ça veut dire qu'on démarre en dessous pour la solution et qu'on démarre avec en moins une constante fois racine de x. Et c'est évidemment ce cas-là qui est le plus délicat du point de vue de l'unicité. Alors, ce cas-là, c'est, d'une certaine manière, c'est une situation où on a perdu la condition aux limites. On a perdu la condition aux limites parce que, du point de vue des trajectoires optimales, en termes de contrôle optimal, si on est près de 0, ben on a intérêt à partir loin du bord. C'est-à-dire qu'on ne va pas au bord. Pour voir une condition au bord, ben il faut aller vers le bord et de façon à toucher, ou si on est sur le bord, y rester, de façon à garder la condition aux limites. Si les trajectoires sont rentrantes, on ne voit pas le bord, donc on ne voit pas ce qui devrait être une condition aux limites.
Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est fondamentalement dans une situation de contrainte d'état, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'aux trajectoires qui vont ou qui restent à l'intérieur sans aller au bord. Et donc, c'est assez naturel à ce moment-là de se dire que pour gérer une situation comme ça, on va s'inspirer des techniques de solution de viscosité pour les contraintes d'état, c'est-à-dire de l'idée de Mettesonner, donc l'idée qui remonte au travail de Mettesonner sur ce qu'on appelle les problèmes de contraintes d'état. Contraintes d'état, c'est des trajectoires du calcul des variations ou de contrôle optimal, mais dont on impose qu'elles restent à l'intérieur du domaine, que jamais elles ne touchent le bord. Bien, alors cette idée, ça va être de pousser, de faire en sorte que le point de maximum ne soit pas en zéro. De sorte que ce cas-là, il ne se produira pas parce qu'on aura fait en sorte que le point de maximum ne soit pas en zéro. Ça va se payer par une toute petite modification de la fonction test, qui ne va rien changer dans les autres cas, mais donc je vais pousser par ce terme-là, où delta est un paramètre positif, et on verra comment le choisir dans un instant, on va pousser delta grâce à un delta strictement positif. Si vous pensez epsilon très petit, ça force racine de x à être proche de racine de y plus delta, donc x positif ou nul, y positif ou nul. Et donc, ça pousse x à être comme y plus delta. Y, il est éventuellement nul, il est positif ou nul, mais il y a le delta qui nous assure que le x, il n'est pas en zéro. Donc, c'est ça l'idée de Mettesonner. Alors, dans les techniques de Mettesonner, il n'y a pas de racine carrée. Le delta, on peut prendre ça sous la forme de... on peut prendre epsilon et il n'y a pas trop de difficultés. Ici, il va falloir faire un peu plus attention. Parce que si on se sert des techniques classiques, on va dire que cette quantité tend vers 0 parce que c'est un terme de pénalisation, si delta et epsilon tendent vers 0. Et donc, on va dire que racine de x, c'est racine de y plus delta plus du racine de epsilon. Et ça va être un peu compliqué de gérer ceci à cause des racines carrées. Alors, il y a un argument qui est relativement simple qui consiste à dire la chose suivante. Si le maximum est atteint en x égale à 0, qu'est-ce que cela veut dire? On va développer ceci, on gèle y au point y bar, et donc on a quelque chose qui nous dit que u de x moins 1 sur 2 epsilon, racine de x au carré, ça fait x, plus 1 sur epsilon, racine de x, racine de y plus delta, où ça c'est y bar, a un maximum en 0. Et ça entraîne tout de suite une borne a priori sur le coefficient de racine de y bar plus delta. En effet, pensez, pour qu'on comprenne bien la démonstration, pensez que u démarre comme une certaine constante moins racine de x. Si le truc que j'ai entouré est plus grand que cette constante, cela va démarrer en 0 comme du racine de x avec un coefficient positif, et ça ne peut pas être maximum en 0. D'accord? Alors ça, on pourrait se dire, oui, mais il faut connaître exactement le comportement. Non, c'est beaucoup plus simple que ceci, c'est qu'on sait, et ça c'est très général, que ux carré est majoré par une constante m0 sur x. C'est-à-dire que l'on sait que ux est majoré par une constante absolue divisée par racine de x. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle sous-solution. C'est simplement de dire u est borné, f est borné, x ux carré est majoré par une constante. Et donc, on sait que u de 0 moins u de x, ou que u de x moins u de 0, est supérieur à un... Bon, je vais mettre ici m0 carré pour que ça soit... il y a des 2 qui flottent. Est supérieur à moins m1 racine de x. Ça, on le sait à cause de ceci.
Et donc, si racine de y bar plus delta sur epsilon est supérieur à M1, ça veut dire donc que racine de y bar plus delta divisé par epsilon doit être inférieur ou égal à M1. Sinon, on ne peut pas avoir un point de maximum en x égale à 0. Et donc, en particulier, delta doit être inférieur, puisque y bar est positif ou nul, à M1 carré epsilon carré. Et donc, je vais maintenant choisir delta égale C0 fois epsilon carré, ce n'est pas du tout le scaling habituel, avec un C0 qui est fixé, plus grand que M1 carré. Et si je prends un tel delta, ce que je viens de démontrer montre que nécessairement x bar est strictement positif, tandis que y bar est positif ou nul. J'ai atteint mon objectif, c'est de repousser avec un delta qui est tout à fait minuscule, de repousser à l'intérieur du domaine le point de maximum. Donc, vous voyez, c'est la même démonstration que la semaine dernière, mais maintenant, j'ai effectivement quelque chose qui est, dont je suis sûr que le cas douteux, enfin le cas qui était gênant, ne peut pas se produire grâce à cette toute petite modification de la fonction de test. Bon, alors, lorsque j'en suis là, il faut quand même s'assurer du fait que dans le reste de la démonstration faite la semaine dernière, je n'ai pas de souci pour conclure sur unicité. Alors, dans le cas du premier ordre, ce qui est le théorème qui est là-bas, que doit-on faire? On doit comparer la différence entre x, la dérivée par rapport à x, la dérivée par rapport à x au carré de cet objet. Donc, on calcule, c'est x, la dérivée par rapport à x de ceci. Bon, alors on va avoir 1 sur 2 epsilon, je vais avoir carré, racine de x moins racine de y plus delta au carré, divisé par racine de x au carré, c'est-à-dire divisé par x. Ça, c'est le terme en x ux carré. C'est la fonction de test. L'autre terme, que va-t-il être? Il va nous donner y divisé par 2 epsilon carré. On va trouver la même chose, à savoir racine de x moins racine de y plus delta au carré, divisé par, non pas y, mais par y plus delta, parce que je dérive racine de... Donc, ce que je vais savoir, c'est que u de x bar plus v de y bar plus cette différence est inférieur ou égal à f de x bar moins f de y bar, quelque chose qui va tendre vers 0 quand epsilon tend vers 0, donc je n'ai pas de souci à me faire. Donc il faut maintenant que j'analyse cette différence et vous voyez ce qui se passe. C'est que si vous reportez au second membre, là c'est même indépendant de delta, si vous repartez dans le deuxième membre, vous avez un terme d'erreur qui n'est plus nul quand delta est nul, qui n'est plus nul lorsque delta est égal à 0, ça s'enlevait précisément, c'était fait pour. Là, ça ne se disparaît pas complètement. Mais en fait, ce n'est pas très gênant parce que qu'est-ce que vous récupérez? Bien, vous récupérez les x s'en vont, vous récupérez y sur y plus delta moins 1, vous récupérez un 1 sur 2 epsilon 2, et vous récupérez un racine de x moins racine de y plus delta au carré, avec des barres partout. Bon, eh bien, là, ça, on peut simplement dire que c'est négatif ou nul. Et la démonstration est finie. Bon, en fait, on pourrait aussi développer ceci
et dire que ça fait du delta divisé par y bar plus delta. Le y bar plus delta, on peut le majorer par ça, etc. etc. Mais en plus, comme on a un signe, ça marche exactement pareil. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Non, ça c'est dans le cas du premier ordre. Dans le cas du deuxième ordre, on avait vu que là encore, les termes s'annulaient parfaitement. Quid si on rajoutait des termes du deuxième ordre, quid de la démonstration dans le cas du deuxième ordre, et j'aurais fini l'étude de ce cas. Alors, dans le cas du deuxième ordre, donc, je vous rappelle qu'il nous faut avoir une majoration de typiquement x2, c'est-à-dire que je rajoute un terme en moins x2 xx, c'est un exemple, mais il faut que ce soit un terme de dérivée seconde qui s'annule en x égale à 0 et qui soit régulier, donc c'est x carré. Bon, ça c'est toujours des carrés de choses qui dégénèrent pour des équations du deuxième ordre. Et si on appelle cette fonction L epsilon, delta étant une fonction de epsilon, ce qu'il nous faut obtenir en oubliant le x, c'est de comprendre ce que fait x2 lxx plus xy lxy plus y2 sur 2 lyy et s'assurer que ceci est inférieur à quelque chose qui tend vers 0. Quand epsilon tend vers 0, au point x bar, y bar. Donc il nous faut recommencer le calcul. À nouveau, quand delta vaut 0, aussi bien dans le premier ordre que dans le deuxième ordre, pour un terme comme ceci, mais pour des termes modélés comme ceci et des petites erreurs, c'est pas grave. Eh bien, le terme d'ordre 0, quand delta vaut 0, ça faisait 0. Quand on faisait le calcul pour delta égale à 0, ça faisait encore 0. Et ce n'est pas un miracle, c'est simplement toujours cette homogénéité en racine carrée avec ce type d'annulation des dérivées secondes, avec des coefficients qui s'annulent sur les dérivées secondes. Ben là, il faut quand même qu'on fasse un tout petit peu attention au delta. Est-ce que ça marche pareil ou pas? Donc je recommence un petit peu la démonstration de la semaine dernière, mais bon, de toute façon, je n'avais pas en tête l'argument que je fais aujourd'hui, mais même dans l'absolu, je trouve que c'est pas mal de commencer avec delta égale à 0 pour comprendre que ça marche parfaitement, et puis ensuite de faire la petite modification. Quoi qu'il en soit, il nous faut faire ce calcul assez lambiné. Donc Lx, je l'ai déjà calculé, ça fait 1 sur 2 epsilon, racine de x moins racine de y plus delta, divisé par racine de x. Le 1,5 provient du fait que j'ai 1,5, j'ai un 2 par la dérivée du carré, et puis à nouveau 1,5 par la racine carrée. Ensuite, Lxx. Alors, vous voyez que ça, si le racine de x divisé par racine de x, ça fait 1, et donc il vous reste un moins 1 sur 2 epsilon, vous dérivez à nouveau par rapport à x, ça fait 1 sur 4 epsilon, racine de y plus delta, x à la puissance 3,5, que l'on va multiplier par x carré au-dessus, on y reviendra là-dessus. Le Lxy, à nouveau, le racine de x par racine de x, ça fait 1, on ne le voit pas. Donc là, il va y avoir un moins, et ça fait moins 1 sur 4 epsilon, 1 sur racine de x, racine de y plus delta. Et il faut quand même faire un peu attention au calcul, donc je vais recalculer explicitement le racine de y, le ly. Donc le ly, ça va faire 1 sur 2 epsilon. Je vais l'écrire comme ceci, racine de y plus delta moins racine de x divisé par racine de y plus delta.
OK. Ça a l'air correct. Je vérifie que je ne me trompe pas dans le calcul des dérivés, parce que ce serait un peu ennuyeux pour la suite. Et ça a l'air à peu près exact, ça. C'est fondamentalement le même calcul qu'avant, avec y remplacé par y plus delta. Donc, je n'ai pas vraiment à recommencer le calcul. Mais enfin, bon, peu importe. Donc c'est correct. Et donc, ce que ça va faire, c'est 1 sur 4 epsilon, racine de x, divisé par y plus delta, la puissance 3,5. Donc, quand il n'y avait pas de delta, lorsque je multiplie par x2, j'ai racine de x, racine de y, j'ai racine de x avec un signe moins racine de y, et j'ai ici racine de x, racine de y, donc tout s'annule parce que j'en ai une fois un demi plus un demi, et là j'en ai moins 1, donc c'est pour ça que ça s'annule. Ici, il y a des deltas qui flottent, je ne multiplie pas par y plus delta ou y plus delta au carré, donc il faut que je fasse le calcul précisément. Ce que je fais maintenant. Alors, ce que je fais maintenant en disant quoi? En disant que je regarde x carré. Alors, donc, ce terme-là, le terme, je ne sais pas comment l'appeler, j'ai appelé ça grand I. Grand I est égal. Le premier terme, x2 sur 2, donc je vais avoir un demi de 1 sur 4 epsilon. Que me reste-t-il? Racine de x, racine de y plus delta. Bien. Plus xy, lxy. Ça fait donc moins 1 sur 4 epsilon. Xy, ça fait racine de x. Y divisé par racine de y plus delta. OK? Et enfin, plus un demi de 1 sur 4 epsilon, y2. Et là, j'ai racine de x divisé par y plus delta, la puissance 3,5. Bien. Alors, le mieux, c'est de mettre en facteur 1 sur 4 epsilon, racine de x, racine de y plus delta. Et d'observer que je vais avoir à ce moment-là 1 demi moins racine de x. Il n'y a plus de racine de x. Y divisé par y plus delta, plus un demi de y2 divisé par y plus delta au carré. Vous voyez, j'ai extrait ceci. Donc là, il faut que je multiplie le dénominateur par racine de y plus delta. C'est le y plus delta. Il faut que je multiplie le dénominateur par racine de y plus delta. Ça fait y plus delta au carré. Et donc, bien entendu, vous reconnaissez là un carré, ce qui me fait donc 1 sur 8 epsilon, à cause du 1,5 qui est là, un racine de x, racine de y plus delta. Et qu'est-ce que je récupère? Je récupère 1 moins y sur y plus delta au carré, ce qui me donne bien sûr delta sur y plus delta, c'est-à-dire delta 2 sur y plus delta au carré. Donc, l'erreur dont je voudrais qu'elle tende vers 0, elle est maintenant de cet ordre-là. Et il s'agit d'estimer les choses le plus finement possible. Racine de x, je le garde. 8 epsilon, je les garde. Je regarde les y plus delta, il y en a combien? J'ai delta carré et j'ai un y plus delta 3,5. Delta sur y plus delta est inférieur à 1. Donc la puissance 3,5, la puissance 3,5, je peux la majorer par 1. En d'autres termes, je majore ceci, il me reste un racine carrée de delta en haut, et je me débarrasse de ceci, divisé par 8 epsilon. X, c'est x bar, mais bon, je vais le rétablir ici au dernier moment.
Et comment j'ai choisi delta? C'est là que toutes les pièces s'imbriquent parfaitement. C'est égal à une constante absolue fois epsilon 0, epsilon carré. Donc vous voyez que racine delta sur epsilon, ben, ça me fait une constante. Ça me fait racine de C0 sur 8, epsilon divisé par epsilon, racine de x bar. Mais x bar, on sait qu'il tend vers 0. C'est le seul cas, c'est le point de maximum est atteint en 0. Le point de maximum à la fin de U moins V est atteint en 0. De toute façon, si les points de maxima n'allaient pas en 0, on n'aurait plus aucun souci. Donc voilà pourquoi, y compris dans le second ordre, on fait le calcul. Effectivement, les deltas perturbent un peu le calcul parfait que j'avais fait la semaine dernière, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Dans le cas du premier ordre, on a un signe. Dans le cas du deuxième ordre, la majoration précise nous donne exactement ce qu'il faut. Et on n'a pas beaucoup de marge. Hein. Et on voit comment le scaling delta égale C0 epsilon carré est absolument crucial pour conclure. Et c'est précisément ce qui sort du fait que je sais a priori qu'il peut y avoir une singularité, mais la singularité maximale, elle est en racine carrée de x. Et donc ça me force delta, si delta est de l'ordre d'une constante fois epsilon 2, ça me force le point de maximum à être à l'intérieur. En général, la technique de Sonner, c'était juste d'utiliser un module de continuité, et avec C0 epsilon carré, ça ne marcherait pas. Donc là, on s'est servi beaucoup plus de l'équation pour être sûr que le point de maximum était à l'intérieur. Voilà donc le point qui restait en suspens. On a tordu le cou à ce modèle très simple en dimension 1. On a vu, toujours en dimension 1, que ce qui importait, c'était d'avoir un Hamiltonien qui soit modelé sur le carré, mais pas spécialement que ce soit exactement un carré. Je voudrais d'ailleurs préciser une petite remarque faite la semaine dernière, c'est que je m'en suis rendu compte a posteriori, c'est que donc on a vu maintenant ce problème, on le comprend, on sait qu'est-ce qu'il faut pour faire des démonstrations semblables avec un h de x et de ux. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'il faut à ce moment-là je vais commencer à utiliser cette notation, h de racine de z, p sur z. Oui, c'est ça. Donc, il faut, ça correspond à faire le changement de variable. Hein. Non, c'est z de 2. P sur z, hein, c'était ça la condition. Il faut que ceci soit un bon Hamiltonien pour P borné, c'est-à-dire soit uniformément continu pour z dans 0,1, uniformément pour P borné. Bien. Et en supposant que h tend vers l'infini à l'infini, ce qui va être assuré. Et donc, ce qui était vrai, c'est que, eh bien, si on prend un exemple juste pour voir ce que cela veut dire, un exemple qui serait h de xux qui est égal à x fois h de ux, juste pour comprendre. Bien entendu, il faut que ça se comporte comme un carré, parce que ça pourrait se comporter comme une autre puissance, auquel cas il faut changer dans tous les arguments. Partout où il y avait des racines carrées, il y a une autre puissance qui sort, c'est exactement pareil. Hein, donc, ux égale x, ux, m, pour m plus grand que 1, s'adapte. Mais attention, le racine carrée de x devient une autre puissance que je ne veux pas calculer ici, ça n'a pas d'importance. J'imagine que c'est 1 sur m-1, mais bon, c'est pas très très important. Bien.
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Bon, ne prenez pas très à la lettre ce que je viens de dire. C'est peut-être M-1 sur M. La bonne puissance, c'est M-1 sur M, absolument. Bien. C'est simplement le changement de variable. X, UX puissance M, donc c'est du X, X1 sur M, D sur DX, qui est égal à DY, donc 1 sur DY. Donc ça fait effectivement du dx sur x à la puissance 1 sur m qui est égal à du dy. Et donc c'est m-1 sur m qui sort naturellement. Bien, c'est comme ça qu'on trouvait la racine de x, pour se ramener à une équation où il n'y a plus de dépendance spatiale. Et ce dont on ne peut pas réellement se servir, mais ce dont on se sert, c'est du coup de choisir les fonctions de test grâce à ce changement de variable. C'est comment trouver la bonne fonction de test qui est l'analogue du racine carrée. Si vous aviez une fonction plus compliquée qu'une puissance, la fonction qu'il faut faire apparaître, eh bien, c'est la solution de cet équadif. Ce sera la primitive de la puissance de la non-linéarité qui est ici. Donc ça, c'est vraiment très général. Et c'est toujours le comportement à l'infini. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on était ici, on avait vu la semaine dernière que ce qui était important de supposer, c'est que 2h moins h' de z, ou p, ou q, allez, que ceci doit se majorer par c zéro fois 1 plus q. Et évidemment, c'est pour q grand. Quand q tend vers l'infini, puisque h est de toute façon supposé lipschitien. Donc, c'est vraiment de dire que 2as moins h' de q fois q est au plus linéaire à l'infini. Et évidemment, cette sorte d'inéquation différentielle, ça vous dit que aussi bien en q égale plus l'infini qu'en q égale moins l'infini, ça se comporte exactement comme une fonction quadratique. Parce que c'est ça qui va, grosso modo, dire que ça doit être plus petit que le reste. Et ça va vous dire, ça pourrait se comporter comme 0. Mais ce n'est pas vraiment un point intéressant. Et donc, se comporter comme une fonction quadratique, ça veut donc dire qu'en particulier, je vais avoir que h de q sur q2 tend vers c plus ou moins si q tend vers plus ou moins l'infini. Ça ne veut pas dire que h à l'infini, parce qu'il y a deux infinis, il y a plus et moins l'infini, se comporte exactement comme x2 ou la même constante fois z2. Non, on voit séparément les deux infinis et ça se comporte des deux côtés comme une fonction quadratique. Je crois que la semaine dernière, j'avais mis une seule constante. En fait, c'est un peu plus précis que ça. Il n'y a pas de raison. Donc, ce genre de généralisation ne pose rigoureusement aucun problème. Et en fait, quand on met cette hypothèse, on met les hypothèses pour que la démonstration que je viens de faire passe. Donc, ce n'est pas tellement surprenant qu'elle passe. Et l'argument qui est derrière, c'est de dire que lorsque je fais ce changement de variable, qui permettait de se ramener à une équation sans dépendance spatiale, lorsque je fais ce changement de variable, c'est ce nouvel Hamiltonien que je récupère. Et ce nouvel Hamiltonien, qu'est-ce que ça va me dire? Ça me dit simplement qu'il vérifie des conditions d'unicité. Et comme les choses croissent à l'infini, les conditions de l'unicité, le gradient est automatiquement borné d'après l'équation. Les conditions de l'unicité, c'est simplement de dire que l'hamiltonien doit être continu. Et en fait, quand je mets uniformément continu, c'est vraiment continu. Comme c'est un compact, continuité, uniforme continuité, ça n'apporte absolument rien. Et donc, ça veut simplement dire que c'est continu, mais uniformément par rapport à P borné. Bien.
Alors, donc ça, c'est plus rien à dire sur la dimension 1. On passe toujours dans cette première catégorie de problèmes à la dimension 2 ou aux dimensions d supérieure ou égale à 2. Vous vous doutez bien que ceci se marchera pareil. Alors, que va-t-on regarder? Donc, je vais faire simple. Je vais prendre une géométrie. En fait, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. On pourrait prendre un domaine régulier, remplacer le x que je vais maintenant utiliser par la distance au bord. Donc, on fait simple. Je vais avoir ici x. Je vais avoir ici x' qui se balade dans RD-1. Si d est égal à 2, bah, c'est juste le demi-plan. Ou un domaine courbe, mais on va faire simple. On peut toujours se ramener par changement de variable, hein, au moins localement, près d'un point du bord. On sait de toute façon que pour ces équations, le maximum d'une sous-solution moins une sursolution va être atteint au bord parce qu'à l'intérieur, on a l'unicité. Et donc, si on suppose qu'il y a un point sur le bord, là, on peut se ramener facilement au cas du demi-espace. Bien. Donc, il n'y a vraiment aucune généralité en plus, si ce n'est que ce que je vais écrire. Donc, commençons par x ux carré plus u égale à f. On va faire des choses de plus en plus générales. On va ensuite se dire, on pourrait regarder x gradient u carré plus u égale à f. Et de manière plus générale, alors là, la différence entre le x carré, la première équation, c'est y, enfin x' par x', c'est l'équation précédente sur chacune des droites. Donc ça ne change rien. On raisonne à x' fixé, et puis c'est bon. Donc là, évidemment, c'est pour bien montrer, je vais faire les choses de manière de plus en plus générale, c'est pour bien montrer que ce genre d'équation, c'est une collection paramétrée par x' d'équations sur une demi-droite, donc on ne gagne rien. Enfin, il n'y a pas de nouvelle généralité. En revanche, lorsque je regarde cet exemple-là, puis après je vais compliquer, lorsque je regarde cet exemple-là, là ça change un peu. Ça change un peu parce que dans l'expression qui est ici, j'ai la dérivée tangentielle. Okay? Donc là, c'est vraiment en dimension 2. Si vous étiez dans un domaine avec bord, eh bien, un domaine courbe, au lieu de x, pensez la distance. Que le coefficient soit exactement x, on s'en moque. C'est un coefficient qui se comporte très précisément comme x ou comme la distance au bord qui compte. À nouveau, je regarde le cas modèle et de la même façon qu'ici, on ne dit pas vraiment ce qui se passe en x égale à 0. Ça se comporte comme du x fois quelque chose. Bien. Alors, est-ce que ceci pose un problème ou pas? Je vais ignorer, donc je vais commencer par, donc ça c'est exemple 0, et ça c'est l'exemple 1. 0 parce que c'est le même problème qu'avant. Sur l'exemple 1, on ne va pas refaire toute la démonstration. On sait qu'on a les mêmes genres de phénomènes qu'auparavant, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que U soit égal à F sur tout le bord, mais en certains points, on aura toujours que U est plus petit que F, mais on sait qu'en certains points, ça peut décrocher. Maintenant, on peut avoir sur le bord des points où ça décroche et des points où U est égal à F. Okay? Donc, si on reprend la démonstration de la dimension 1, on va montrer qu'il existe une solution U qui est continue. J'oublie les problèmes à l'infini, ce n'est pas un souci. Il existe un U qui est continu.
c'est un U qui va vérifier que le gradient U carré est majoré par C sur X. Donc c'est Lipschitz pour X positif. Et la dérivée en X est majorée par du C sur racine de X. OK? Donc il existe une unique solution qui est continue. Vous pourriez me dire, mais quid de la continuité en X'? Alors la continuité en X', il y a quand même quelque chose à dire, c'est qu'on a un module de continuité, c'est-à-dire que ce que je vais écrire est valable au niveau des approximations. Donc si j'écris U de X, X'1 moins U de X, X'2, c'est valable au niveau des approximations, c'est valable et c'est donc valable à la limite, eh bien, on a un module de continuité. Je vais peut-être écrire comme ceci. Le sup de X'1 moins X'2 inférieur à H se majore par la même quantité pour les F. Et le sup sur X. On a exactement l'expression, on a 1, c'est simplement parce que j'ai pris une équation simple, sinon il faut un peu plus travailler, mais je me contente de donner les idées. Ça, c'est l'unicité ou les comparaisons pour les problèmes approchés. Quels problèmes approchés? C'est des problèmes dans lesquels je tronque le carré pour avoir une équation standard dans auquel cas j'ai U égale F au bord et il n'y a plus de souci. Donc ça, c'est la continuité par rapport à la variable tangentielle. Et ça, c'est les résultats de comparaison pour les solutions de viscosité, étant entendu que, grosso modo, c'est simplement de dire que si je fais des translations en Y, je garde le fait d'avoir solution, la translater en Y, en X'. Une translatée tangentielle d'une solution de cette équation, c'est une solution de la même équation avec le F qui est translaté. Comme on a des résultats de comparaison sur la norme du sup, voilà pourquoi on a une telle estimation. Donc ça veut dire qu'on va bien récupérer la continuité. La continuité en X pour X positif et pour X' dans RD-1. La continuité en X, c'est simplement cette estimation a priori. La continuité en X', c'est les résultats de comparaison dans la variable tangentielle. OK? Donc, ça, c'est l'aspect, il existe une solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une solution sur X positif et X' dans RD-1. Sous solution jusqu'au bord, c'est automatique, c'est la proposition générale que j'avais démontrée la dernière fois. Et l'aspect sur solution, c'est parce que si on décroche dans un sens, et donc la Lima fait comme il faut. Et donc c'est la même démonstration qu'en dimension 1. Et donc ce que l'on va savoir, c'est que U est inférieur ou égal à F en X égale à 0. Et que, grosso modo, suivant le point où on se trouve de l'hyperplan, on peut avoir que U est égal à F en ce point-là, auquel cas il n'y a peut-être pas de singularité en ce point-là, mais à un autre point, il peut y avoir un décrochage, et s'il y a un décrochage, là, il va y avoir une singularité. Bon. Alors, vous voyez que la technique qui avait consisté à sortir le racine carrée de x par changement de variable, là, elle devient un peu ambiguë. Elle devient un peu ambiguë parce que il y a dans l'équation le gradient par rapport à y, par rapport à x'. Je veux éviter d'utiliser la lettre y. On a toujours tendance, quand on est dans le plan, à appeler ça xy. Mais comme j'ai tendance à appeler xy le doublement de variable, c'est pour ça que j'utilise x', que malheureusement,
sera souvent appelé y par habitude. Aucune importance. Et donc, la question, c'est l'unicité. Je peux rajouter ici que l'extension à des fonctions test sous la forme phi de racine de x et de y où phi est de classe C1, ça va rester encore vrai, ce qui est un pas pour l'unicité. D'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose. C'est que l'argument que j'ai fait ce matin avec le racine de y plus delta, rappelez-vous, c'est déjà l'argument que je faisais la semaine dernière pour dire que je pouvais étendre la classe de fonctions test C1 à des fonctions C1 de racine de x. C'était exactement cet argument-là. Donc, d'une certaine manière, la semaine dernière, j'avais déjà mis tout en place, mais il fallait simplement mettre tous ces éléments bout à bout et choisir le delta. Pour dire qu'on pouvait prendre des fonctions test un peu plus générales, on avait le droit de prendre des fonctions test un peu plus générales, il suffisait de prendre un delta qui tende vers 0. Dans la démonstration d'unicité, vous avez vu qu'il fallait choisir delta de manière convenable par rapport à epsilon, à savoir mon C0 epsilon carré. Donc, si on reprend ça, ça ne change pas. Quid de l'extension à des fonctions test et quid de l'unicité? Alors, sur les fonctions test, on se dit, bon, par rapport à y, il n'y a pas de singularité dans le problème, c'est plutôt en x qu'il y a une singularité, donc on peut essayer ça comme fonction test. La démonstration la semaine dernière consistait à dire, je prends un point de maximum de racine de x plus delta y, un point de minimum, pardon, parce que ça c'était pour extension des fonctions test pour sursolution. Même si, in fine, je l'indique, même si, in fine, dans la démonstration que j'ai faite tout à l'heure, comme je me sers de racine de y plus delta, dans la démonstration d'unicité, en fait, j'ai des fonctions C1. Donc, dire que c'est une sursolution pour une classe étendue de fonctions test, j'en ai pas réellement besoin dans la démonstration d'unicité. Mais ça illumine le fait que si je prends le racine de x moins racine de y au carré, formellement, ça marche. Donc, je répète, ça, c'est une observation qui généralise l'observation faite la semaine dernière, mais d'une certaine manière, on n'en a pas besoin. Donc, pardonnez-moi, je dis ça, c'est un minimum local strict en x0 égale 0 et en un certain y0. C'est ça la seule difficulté, parce que si le minimum est en x0 strictement positif, eh bien, la racine carrée devient une fonction C1, et donc je n'ai rien à vérifier. Et là, j'aimerais écrire une inégalité de viscosité, enfin une inégalité de type sursolution de viscosité. Et donc, pour écrire quelque chose, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je remplace, comme la semaine dernière, par ceci. Je vais avoir un minimum local en un x qui normalement dépend de delta égale 0, y delta, x delta, y delta, positif, et je vais savoir que x delta tend vers 0 et que y delta tend vers y0. Le seul avantage du delta, c'est que je désingularise la racine carrée. Je peux donc appliquer l'aspect sursolution classique, et j'en déduis donc que u de x delta, ça y est, le y est revenu, hein, c'est x', x'0, x' delta, x' delta, x'0. Et là, il y a encore un x'.
Bon, alors, donc U de x delta, x' delta plus, et là, évidemment, ce qui va être crucial, c'est ce qu'on va rentrer là, est supérieur à f de x delta, x' delta. U est continu, F est continu, donc c'est à l'intérieur qu'il faut bien comprendre ce que je récupère. Qu'est-ce que j'ai? J'ai a priori ici x delta et le gradient au carré. Donc, calculons ce gradient au carré et puis voyons si ça marche. Et puis après, on reliera à l'unicité. Je ne remettrai pas le delta comme je l'avais mis, ça se passera exactement pareil. On se contentera de regarder le cas delta égale à 0. Bien, alors donc la dérivée par rapport à x, je récupère 1 sur 1 demi divisé par racine de x plus delta phi prime. Okay. Phi prime, ça veut dire la dérivée par rapport à x. Je ne réécris pas les arguments. Et le gradient, donc je prends ça au carré, ça, tout ça c'est le gradient au carré, et puis je rajoute le phi y carré. Bon, ben là vous voyez bien que la dépendance de y c'est x'. C'est le gradient x'. Et je multiplie tout ceci par x delta. Donc vous voyez que tout ce que j'ai rajouté, comme c'est multiplié par x delta qui tend vers 0, on s'en fout. Donc cette partie-là, quand delta tend vers 0, cette partie-là tend vers 0, parce que ça, c'est quelque chose de borné et c'est multiplié par x delta. Donc on voit bien que la partie multidimensionnelle, ben on s'en moque pour cet argument. Et que donc la seule chose qui est importante, c'est la partie unidimensionnelle. Et que la partie unidimensionnelle, c'est comme l'autre fois, hein, c'est comme la semaine dernière, c'est x delta divisé par un quart de x delta plus delta phi x au carré. Et que ça, la semaine dernière, on avait majoré ceci par un quart de phi x carré et on avait l'inégalité de sursolution de viscosité qu'il faut. Qui devient la conclusion, donc je vais quand même écrire la conclusion, c'est que u de x0, x'0, plus un quart de phi x carré, x0 c'est 0, phi x carré de 0 et de x'0 est supérieur ou égal à f de 0 et de x'0. Donc voilà ce que ça veut dire étendre la classe de fonctions test à des fonctions en racine carrée. C'est que j'arrive à obtenir une information plus précise sur l'aspect sur solution grâce à ce terme-là. Et donc, ce que l'on observe, c'est que vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai fait très très lentement. D'ailleurs, je soupçonne que si j'ai eu quelques difficultés, c'est parce que j'ai fait ça trop lentement. Quand je fais les choses trop lentement, ça devient plus compliqué dans ma tête. Et je ne plaisante pas, parce que je perds le rythme. Et je l'ai fait très lentement, mais après, l'aspect dimension plus grande, en tout cas pour ce type d'extension, ne pose rigoureusement aucun problème. Le pire morceau, c'est l'aspect unidimensionnel. Alors, est-ce que ce que je viens de dire est avéré et qu'on peut, sur la démonstration sur l'unicité? Alors là, je ne vais pas garder tous les deltas, je vais me contenter d'exprimer la démonstration pas tout à fait complète, consistant donc pour l'unicité à doubler les variables, puis je récapitulerai un théorème pour cette équation-là, donc pour l'exemple 1. L'unicité, ça va consister à regarder u de x et de x', moins v, où est une sous-solution, v est de y et y',
je mets moins 1 sur 2 epsilon racine de x moins racine de y, ça c'est le point embêtant. Normalement, il faut plus delta avec delta égale C0 epsilon 2. On s'en moque, on a compris comment faire ça. Moins, et là, bah, les y, je ne change rien, je prends entre guillemets la métrique usuelle. Alors, d'ailleurs, je parle de métrique usuelle parce que ça reste, en fait, ça reste le x ux carré pour x positif, x gradient u carré pour x positif, c'est associé à une métrique riemannienne. Enfin, riemannienne, oui. Une métrique riemannienne, mais qui dégénère. En fait, ça a un nom, c'est la métrique d'une variété bien connue, donc j'ai oublié. Je ne sais pas si ce n'est pas l'espace de Poincaré. C'est un nom célèbre, c'est un truc, le plan de Poincaré, c'est un truc comme ça, quoi. C'est un truc ultra canonique. Une fois qu'on a dit ça, pour faire plaisir aux géomètres, ce qui n'est pas ma préoccupation fondamentale, ça n'apporte rigoureusement rien. Hein. C'est simplement pour faire croire qu'on sait des choses. Donc, effectivement, il y a une idée de métrique, et ceci n'est pas la métrique associée, ce n'est pas la distance au carré de x à y dans ce fameux plan machin chose. Parce que de toute façon, il n'y aurait pas juste des moins. Donc, on pourrait aussi, si on en avait envie, regarder la distance géodésique comme on l'avait fait, et simplement, on se rendrait compte que la principale singularité, elle est ici. Mais il y aurait des x qui flotteraient là-dedans, la métrique serait beaucoup plus compliquée. Donc, dans un exemple comme celui-ci, où on n'a pas à se faire de soucis sur les erreurs, c'est complètement différent quand je prenais ces termes de forcing en temps, où là, on ne peut pas se permettre d'avoir des erreurs. Mais là, si on se permet d'avoir des erreurs, vous avez vu ici que je n'ai pas fait des choses exactes. Ça, c'est la partie exacte avec le x qui se divise par x. C'est vraiment la partie métrique, la bonne métrique. La partie en x', je m'en moque. Ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Et ça va être du même tonneau ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça, c'est en fait, comment dire, un raccourci. Et que si ceci ne suffisait pas, on pourrait regarder les distances géodésiques réellement associées au problème. Ou le problème de calcul des variations, parce que les distances géodésiques, c'est à cause du carré, ou de manière plus générale, le problème de calcul des variations associées à des équations un peu singulières comme ceci. Et tenter de l'analyser comme je l'ai fait dans la première partie du cours. En dimension 1, c'est exactement ce que j'ai fait avec la racine carrée. C'est-à-dire que la métrique associée à x ux carré, la distance au carré entre un point x et un point y, c'est précisément à des constantes qui n'ont pas d'importance près, racine de x moins racine de y au carré. Donc ce que j'ai fait dans la deuxième partie du cours avec le x, c'est quand même la même idée que dans la première partie du cours. Bon, simplement, je ne l'ai pas du tout présenté de la même manière. Donc pour des équations multidimensionnelles, on peut se servir de cette idée-là, mais attention, on risque d'avoir des choses qui sont très difficiles à manipuler, où on n'est même pas sûr de savoir démontrer que les distances sont, où sont les singularités, parce que les fonctions que l'on récupère comme ceci ont des singularités. Donc si ce n'est pas explicite, il faut vraiment analyser ces singularités en détail, ce n'est pas simple. Dans la première partie du cours, je cherchais C1, donc il n'y avait pas de souci. Là, il faut faire beaucoup plus attention. J'y reviendrai. Et on verra des exemples où ce n'est pas C1. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? J'y reviendrai. Alors, l'unicité, bon, OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je prends comme fonction, comme doublement de variable, je prends ça.
Donc on sait ce qu'on doit faire. On doit regarder x gradient u carré, le x gradient x donc si ça, j'appelle cette fonction, je l'appelle L, ben, il faut que je regarde x gradient par rapport à xx' de L au carré, moins y, gradient de y' le gradient complet de L au carré. Et il faut que, comme il y a un changement de signe, il faut que ça soit supérieur à quelque chose qui tend vers 0. Si j'ai ça, bien, la démonstration d'unicité fonctionnera. Vous voyez bien que le calcul qu'on a fait en dimension 1, comme c'est un gradient au carré, le gradient au carré n un tout petit peu parce qu'on peut séparer les deux quantités, mais ça n'a pas d'importance. C'est beaucoup plus général que ceci. Comme il n'y a pas, comme vous séparez ça, bah, la partie en x, elle disparaît. C'est exactement le calcul de la dimension 1. Et donc, ce qu'il va subsister, c'est la partie en y, en x', je veux dire. Donc, c'est x fois gradient x' de L au carré, moins y, gradient de y' L au carré. Ce qui n'est rien d'autre que quoi? Que x' moins y' au carré divisé par epsilon 2 fois x moins y. Bon, et ça, on peut se convaincre facilement, il y a un petit argument à faire, mais on peut se convaincre facilement que ceci tend vers 0. Une manière de dire les choses, déjà, si vous voyez la taille de ces objets, bon, bah, il y a du x' moins y' au carré, donc ça c'est x'. Bien, le x' moins y' au carré divisé par epsilon, il tend vers 0. Si je fais ça, je récupère du x moins y sur epsilon, et attention, ce n'est pas exactement ce que j'ai, puisque j'ai des racines carrées. Donc il faut raisonner un peu plus précisément. Une manière de voir les choses, c'est de dire le gradient par rapport à x', le gradient de ceci par rapport à x', c'est x' moins y' sur epsilon, et que ça, je sais que ce gradient-là, il se majore par c sur x. D'accord ? Donc ça, je peux le majorer, par exemple, par du c sur x ou du c sur y ou du c sur x plus y au carré. Et là, du coup, la différence entre x moins y et la racine de x moins y, c'est justement cet aspect x plus y. Donc, ça marche, mais il faut quand même rentrer toutes les informations que l'on a. Donc attention, c'est un tout petit peu plus compliqué.